Il s'appelle Claude. Il n'est ni grand, ni petit, ni maigre, ni gros, plutôt chétif, mais surtout pas bavard. Conséquence d'angine chronique dans sa jeunesse, ayant entraîné une fragilité de ses cordes vocales, ne lui laissant qu'un filet de voix. Étant presque inaudible, il est difficile pour ses auditeurs de l'écouter. Car tendre l'oreille pour ouïr un discours, n'est-ce pas quelque chose de bien fatigant ? Claude est transparent. Pourtant, il est l'incarnation de la gentillesse. Il n'aime pas déranger. L'attention tournée vers lui donne mécaniquement à son teint une rougeur qu'il a grande peine à dissimuler. Il refuse d'écraser les insectes, voyant en eux autant d'âme que le premier venu. Il cède volontiers sa place dans le bus et donne régulièrement l'obole aux sans-abri. Ses maîtresses apprécient sa douceur et son silence et le lui témoignent par de multiples sucreries. Mais ce dernier, généreux, ne pouvait se résoudre à les consommer seul. Chez lui, le mot d'ordre était le partage. Ces sucreries, à lui, c'était le sourire qu'il suscitait sur le visage de celles et ceux qui recevaient ses cadeaux. Claude, en vieillissant, est resté, cet enfant. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, ce matin, il est pris d'un besoin impérieux d'accorder ses paroles à ses pensées. Claude a quelque chose à dire, des mots qui doivent être entendus. Ces quelques mots enchaînés au fond de son être doivent ultimement s'en libérer. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent que le bien. Emprisonner plus longtemps cette douce lumière reviendrait à priver l'autre de sa chaleur. Alors, il entreprit de la partager. Mais sa fluette voix ne lui permettait pas de se faire entendre. Il cherche alors un moyen de répandre sa parole. Tout à coup, il a l'idée de fabriquer un instrument qui pourrait rendre audible son propos. Alors, il fouille frénétiquement dans les moindres recoins et réunit du bois, du métal, de la colle et essaye de les assembler afin d'en faire un instrument unique. Il prend ensuite le soin d'écrire les partitions du juste qui reflétaient sans équivoque la variété de ses pensées et la pureté de son propos. Ces différentes précautions prises, il commença à jouer seul, afin d'être certain de la justesse de sa musique. Satisfait, le soliste la fit écouter à sa famille. À l'écoute de cette mélodie, ils furent envoûtés et rejoignirent sa cause. Puis ce fut au tour de ses amis. Claude, maintenant, n'était plus seul. Entouré de ses proches, ils formaient ensemble un orchestre de chambre décidé à faire entendre cette mélodie. Tous étaient portés par ces sentiments enivrants de servir une cause juste. Alors, ils se produisirent là où on voulut bien les entendre. Semaine après semaine, ils s'attelèrent à répandre le message de Claude. La musique, sortie de son cadre privé, résonnait maintenant de l'Arc de Triomphe parisien au Macumba de Lille, du sommet du Mont-Saint-Michel aux plaines de Beauce, des caves du roi de Saint-Tropez jusqu'au 10 boulevard du Palais. Sa parole était tombée dans la rue de l'opinion publique. Certains la critiquèrent, d'autres la détournèrent, mais plusieurs la prirent au corps, se joignant ainsi à l'orchestre formé par Claude. L'orchestre de chambre était maintenant un orchestre symphonique. Claude abandonna son instrument, préférant la baguette, plus facile pour diriger avec justesse cette formation. Les cordes pincées électrisaient les consciences refoulées, les vents, eux, s'affairaient à diffuser le message, les percussions, elles, faisaient battre dans les cœurs la chamade. Mon contradicteur objectera avec raison que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais elles doivent être suivies d'actes pour bâtir ensemble un escalier vers la vertu. Car oui, le pouvoir de la parole ne réside pas en elle-même, mais dans le mouvement qu'elle engendre. Un bon mot porte avant tout une bonne action. L'appel du 18 juin 1940 manifeste cette volonté de créer un charivari. La vertu qui se suffit d'un énoncé, qui ne porte pas en elle la poursuite d'action, vaut autant qu'un papier froissé dans une corbeille. Elle reste lettre morte.
Pour exister, la vertu doit être dite et entendue, pour que ses auditeurs, alors convaincus, œuvrent à sa réalisation. Le général de Gaulle, par ces quelques mots à la radio, a participé à la libération de la France. Mais ce n'en est là qu'un élément. Ce sont toutes les actions mises bout à bout des résistants qui l'ont aussi permis. La mélodie vertueuse ne doit avoir peur de rien. Le mutisme qui naît de la crainte de la révolution et du bousculement de ce qui est établi n'est que lâcheté. J'accuse, publié dans l'Aurore, sous la plume acerbe d'Émile Zola, a permis de mettre en marche la vérité de l'innocence du capitaine Dreyfus, victime de l'hydre antisémite. Cristallisant les passions dreyfusardes et anti-dreyfusardes et engageant ainsi l'ultime combat, l'ultime tapage qui aboutit à sa grâce. La tonitruance des tambours est nécessaire à l'entente de la parole probe. Sinon, elle n'est que déclaration d'intention, ce qui revient à s'acheter bonne conscience à moindre coût. Le problème maintenant, c'est que Claude avait perdu le contrôle de ses tambours, qui donnaient bientôt à tout son orchestre des airs de fanfare. Le jusqu'au-boutisme et le radicalisme de certains brisèrent la symphonie. Les cuivres s'égarent, les percussions se confondent, les cordes tendues s'étirent et se rompent dans cette cacophonie, les violoncelles gémissent, les altos chuchotent et les hautbois se perdent. Les notes se bousculent, cherchant une voie vers l'accord, mais chaque tentative échoue dans un océan de discorde. Tel l'apprenti sorcier, il avait perdu le contrôle de la machine qu'il avait démarrée. Ces exactions jetaient l'opprobre sur l'ensemble de l'orchestre, qui était maintenant la cible de critiques venant de toutes parts. Il revêtit alors la cape du maître afin de leur rappeler l'essence même de leurs actions. Les musiciens, apaisés, retrouvèrent le chemin de l'harmonie. Mais le mal était fait et le vacarme avait été entendu. Cet excès de zèle ne marque pas pour autant la dissolution de l'orchestre, de son message. La vision que se faisait Kant de la vertu est indissociable de la notion de force, de contrainte, ce qui implique inévitablement un contexte bruyant de lutte. La vertu peut prendre bien des formes. Si elle peut parfois se résumer en une caresse, elle peut aussi prendre la forme d'un glaive qui, lorsqu'il est porté par les fidèles de Thémis, devient celui de la justice qui tranche. Jésus, pour chasser les marchands, n'a-t-il pas hésité à faire résonner le fouet de la justice dans l'enceinte du temple ? A-t-on pour autant remis en cause sa bonté ? Je ne crois pas. Voilà maintenant plusieurs années que Claude jouait sa musique. Lui, l'enfant discret, était devenu le messager, le symbole, et sa chanson un hymne connu de tous. La partition qu'il avait eu le courage d'écrire seul avait éveillé certaines consciences et irrité d'autres. Sa musique avait été reprise maintes et maintes fois. Certains se étaient accaparés pour mieux la revendiquer, d'autres la rappèrent, d'autres la chantèrent en espagnol, en anglais, en allemand, en italien. Et certains même l'adaptèrent au cinéma. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, si votre cause est juste, soyez forts et résolus. Face à l'injustice, ne soyez pas abattus. Si votre cause est noble, votre voix doit résonner. Contre tous, trouvez la force de gagner. Faites du bruit, réveillez les consciences endormies, frappez votre torse face à l'ennemi, martelez le mur du silence pour une meilleure existence, que votre cause résonne comme un hymne puissant pour que la vertu soit votre cantique triomphant. Après l'histoire de Liliane et Framboise Chassacourt, celle d'un certain Claude, le silence. Quelle grâce
Avec facilité, le silence apporte une certaine sérénité. Il est bon de taire les 20 voyelles et 6 consonnes pour trouver la paix. Écoutez encore. Voyez ce court instant de tranquillité que ce silence a suscité, et pourtant ce n'est pas chose aisée. À l'extérieur de ces murs, la cacophonie parisienne règne, gouverne. Les conversations bourdonnent, les chantiers grognent, les voitures ronronnent et les invectives de leurs conducteurs s'y additionnent. À l'intérieur de ces murs, nous en voici préservés. Mais dehors, la vie à Paris implique une perturbation continue du calme. Alors levez-vous, ouvrez la porte, sortez d'ici si vous en avez le courage et vous subirez un tapage. Une suite d'actions bruyantes viendra perturber votre tranquillité. En somme, le tapage incarne l'orage là où la vertu, par essence, traduit l'accalmie. Rappelez-vous de la locution latine in medio stat virtus. La vertu se trouve au milieu. Mon contradicteur a évoqué la justice. Belle vertu, n'est-ce pas? Et comme par hasard, elle est toujours représentée avec une balance. L'on considère que son rôle est rempli lorsque les deux plateaux sont à l'équilibre. Il y a une pesée symbolique des décisions de justice qui se fondent sur l'équité, la prudence, la mesure. Mais si la vertu ne s'incarne pas qu'en la justice, elle peut être sagesse, modération, tempérance. La vertu reste un juste milieu. Elle est donc en proie à un équilibre fragile. Alors pensez-vous que vertu et tapage puissent faire bon ménage? Au contraire, la vertu s'oppose au tapage, au m'as-tu vu. Le fanfaron, le vantard, le vaniteux, le prétentieux n'est pas vertueux. En allant au bout de ma réflexion, j'ai découvert à ma grande surprise que je ne suis pas vertueux. Et oui, regardez-moi. Regardez comme je me pavane, je m'expose, je roucoule devant vous. Me voici à un concours d'éloquence, auquel j'ai convié mes proches, mes amis, ma famille, ma dulcinée. J'avoue également apprécier me faire filmer, photographier et d'ailleurs continuer. Mais concourir par le verbe implique tout de même quelques qualités. Peut-être un tant soit peu de courage, une poignée d'audace et un soupçon de culot. Il peut y avoir de la vertu dans la parole, car c'est par celle-ci que l'on transmet tant des savoirs que des émotions. La rhétorique ne rime avec vertu que lorsqu'elle est désintéressée, car son auteur souhaite honorer son public par l'emploi du verbe juste et la pertinence du discours. Mais la parole, aussi brillante et élégante soit-elle, peut parfaitement trahir une moralité vacillante, et ici, la mienne. N'ai-je pas convié mes proches pour les impressionner? Oui, je plaide coupable. N'ai-je pas convié mes proches pour qu'ils m'entendent parler? Oui, je plaide coupable. Et combien n'ont pas participé à un concours d'éloquence pour s'écouter parler qu'ils plaident coupable? Mais jamais je n'irai clamer que ma parole est vertueuse alors qu'elle ne vise qu'à impressionner lorsque d'autres l'utilisent par pure charité. Il serait vertueux de promouvoir l'art oratoire au profit de mineurs isolés, de prisonniers confinés, emmurés dans un lieu clos, bien loin du public et des appareils photo. Mais je vous en prie, continuez. Moi, je le reconnais. Ici, je veux que l'on m'entende, que l'on me félicite. Ma plume est intègre, mais ma parole est intéressée. J'élève ma voix pour convaincre. À bien des égards, l'histoire nous l'a démontré, le courage, la bravoure par laquelle on affirme ses convictions est une vertu. Mais pourrions-nous en dire autant des révolutionnaires? Perturbateurs mais porteurs de valeurs, ces derniers ont aboli la royauté et proclamé les libertés. Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous nous en arrachera que par la puissance des baïonnettes. On prête cette phrase à Mirabeau, député du tiers-État en 1789, et elle témoigne qu'au sein d'une assemblée, comme sur le trottoir, il faut affirmer ses convictions haut et fort. On pourrait alors croire que
La Révolution illustre le bon ménage entre vertu et tapage. Bruyante, violente, perturbante au point de renverser l'Ancien Régime, elle permettra la rédaction de notre chère Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la proclamation des libertés fondamentales, l'abolition des privilèges. Toutefois, il y a le courage de Mirabeau et le tapage de Robespierre. Aussi honorables soient ses exploits, la Révolution n'est pas vertueuse tout simplement car elle s'accompagne de la terreur. C'est au nom de la Révolution que la terreur institue la loi des suspects. C'est au nom de la Révolution que la terreur condamne arbitrairement. C'est au nom de la Révolution que la terreur guillotine injustement. Lorsque les têtes tombent, la vertu a bon dos. Celle-ci ne se révèle ni dans le tumulte, ni dans la terreur. Si affirmer ses convictions est une vertu, si le courage est une vertu, le tapage vide cette dernière de sa substance, la morale. À l'ère du digital, nous pouvons être témoins de cette morale devenue mirage à cause du tapage. On peut observer sur les réseaux sociaux un phénomène assez curieux, se filmer en train d'aider les plus nécessiteux. Ni une ni deux, la vidéo se retrouve publiée. Sauver les indigents suscite de l'émotion, donc de nombreuses réactions, et plus grande en sera la rémunération. Bienvenue dans ce que j'aime appeler la marchandisation de la morale. À l'heure du digital, du cyber-tapage, où tout ce que l'on fait est partagé, doit être partagé, la bonté désintéressée, et par extension la vertu, n'existe plus. Par ce tapage, être vertueux s'efface au profit du paraître vertueux. Cet écueil est humain. L'on cède aisément à la vantardise, au m'as-tu vu. Dans un contexte comme celui-ci, l'humilité s'impose comme étant la vertu. Car le plus important reste la valeur de l'action et non celle de son auteur. Jean-Paul Sartre refuse le prix Nobel de la littérature, arguant notamment qu'il ne veut pas être mis sur un piédestal. Grigory Perelman se voit attribuer un prix du millénaire, refuse ce dernier et répond aux journalistes « Vous me dérangez, je ramasse mes champignons ». Comique, mais au fond, cela ne fait que surligner la grandeur d'âme de Sartre et de Perelman. L'humilité se fait ennemie du tapage, de ses projecteurs, et la vertu également. Humilité. Un jour, peut-être, cette vertu sera mienne, mais elle est surtout celle de mes parents, qui, les connaissant, se sont timidement installés au fond de cette salle. Après avoir vécu le génocide rwandais, fuient un pays sous le statut de réfugiés politiques, arrivés en France en 2006, ils ne poursuivent depuis qu'un seul but, la prospérité de leurs enfants. Honnêtement, je ne connais pas de vie plus vertueuse que celle qu'ils mènent. Leur histoire est grande, leur vertu aussi. Combien de fois leur ai-je dit, mais en rigolant, mais sans trop rigoler, mais écrivez l'histoire de votre vie. Et vendez-la à un scénariste, vous en ferez des millions. Alors oui, indignez-vous de mes conseils vénaux, je vous avais dit que je n'étais pas vertueux. Mais si on peut les imaginer héros, exemple ou modèle, ils s'imaginent Pierre et Marie Dupont, monsieur et madame tout le monde. Ils restent silencieux quant à leurs accomplissements, car ils font simplement ce qu'il doit être fait. C'est ce que je trouve le plus admirable, c'est ce qui me rend le plus fier et surtout, c'est ce qui me permet de dire que la vertu n'a pas besoin d'éclat. Lorsque les actes suffisent, ils parlent d'eux-mêmes. Alors après avoir agi avec vertu, n'hésitez jamais, jamais à laisser faire le silence.